Eh bien, ce sera donc au numéro 39 du boulevard de la Chapelle, 10e arrondissement, à Paris, entre l'hôpital de la Riboisière et les rails de la gare du Nord, que la première salle de consommation de drogue à moindre risque, la SCMR, autrement appelée salle de shoot, ouvrira ses portes dans les mois qui viennent. L'expérimentation ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des riverains qui seront reçus ce soir à la mairie du 10e arrondissement de Paris pour une deuxième réunion publique d'information. Mais au fond, tout de même, cette expérimentation a le mérite de rappeler une réalité, un fait. Il y a des toxicomanes dans ce pays qui se droguent dans l'espace public, et oui, et le plus souvent dans des conditions sanitaires absolument déplorables. Alors face à ce constat, plusieurs possibilités: fermer les yeux, se plaindre, râler ou tenter de donner un coup de main. C'est ce qu'on fait très timidement en France depuis près de 25 ans, les pouvoirs publics, avec des heurts et des malheurs que rappelle Jean-Pierre Coutron dans son livre Salle de shoot. Rappelons quelques points. En 1987, Michel Barzac, gouvernement Chirac, autorise par décret la vente libre des seringues en pharmacie. Entre 93 et 95, Simone Veil, inspirée par Bernard Kouchner, son prédécesseur, ouvre les premières cliniques où les héroïnomanes auront accès à la méthadone et au Subutex. Et aujourd'hui, Marisol Touraine tente vaguement d'aller plus loin et de faire attraper à la France son retard, puisque des essais sont pratiqués dans une dizaine de pays à travers le monde. Parmi nos voisins, je ne citerai pas tous, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Et puis ce n'est pas tout. Au fond, ce week-end, de façon accessoire à cette actualité, il y a la publication d'un décret autorisant aussi la commercialisation de médicaments contenant du cannabis ou ses dérivés. Est-ce que cette commercialisation brise un nouveau tabou quant aux politiques publiques de drogue? On verra bien avec nos invités aujourd'hui, et dont une personne incontournable sur le sujet, Sylvie Vievorka. Bonjour Sylvie Vievorka. Bonjour. Médecin psychiatre spécialisé dans le soin aux toxicomanes. Vous avez longtemps dirigé un centre, le centre Pierre-Nicole, qui notamment a fait la place, a pris les expérimentations à une sorte de modèle parfois de traitement des toxicomanes. Et vous êtes chargé aujourd'hui de coordonner la mise en place de cette salle de shoot. On va arrêter avec l'acronyme un peu euphémisant et de la SCMR, salle de consommation à moindre risque. Donc qui sera notamment, dont l'implantation sera débattue encore ce soir, et en tout cas expliqué dans le 10e arrondissement de Paris. Et vous êtes chargé donc par le maire de Paris de conduire cette mise en place. Et puis nous sommes avec Jean-Pierre Coutron. Bonjour Jean-Pierre Coutron. Bonjour. Psychologue clinicien. Oui. Voilà. Et puis donc auteur, avec Pierre Chapard, de Salle de shoot, les salles d'injection supervisées à l'heure du débat français. C'est aux éditions des Empêcheurs de penser en rond et de la découverte. Moi, j'ai envie de poser une question au départ vraiment très simple, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une salle de shoot. Qu'est-ce qu'une salle de shoot ? C'est comment? On y va comment? On y rentre comment? Je peux me lancer en disant que c'est un espace réservé à des usagers qui effectivement injectent ou consomment dans la rue, et cet espace va leur offrir un certain nombre de services sociaux, sanitaires, éducatifs, et donc l'idée c'est de faire un premier pas entre l'usage sauvage dans la rue avec les risques pour l'usager et les nuisances pour les riverains, et puis quelque chose qui fait rentrer dans une diminution de ces risques et de ces nuisances, à défaut, petit à petit, pour certains, de leur permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà. C'est un espace intermédiaire. Alors après, selon la taille, vous avez X bureaux. Enfin, un exemple souvent donné à Genève, il y a une grande salle d'accueil, il y a l'endroit, la pièce où ils vont s'injecter, il y a une salle de consultation avec un médecin, et puis il y a des bureaux où ils peuvent voir des travailleurs sociaux. À Genève, c'est le quai 9. Le quai 9, voilà. Comment sera la salle de shoot parisienne, Sylvie Vievorka? Bon, il faut dire qu'elle est simple à trouver, hein. Elle est derrière les Bouffes du Nord, parce qu'il y a une adresse facile à retrouver. C'est dit. Non, mais comment on choisit une implantation? Parce que tout fait débat, et on peut comprendre que ça fasse absolument débat. L'implantation, le principe, la chose la plus importante, c'est qu'elle soit sur la scène ouverte de la consommation. Parce que si on implante une salle de consommation... C'est-à-dire pas loin des lieux où on se le plus près possible des lieux où ça se passe, pour plusieurs raisons. La première raison est pour que les usagers trouvent le chemin de la salle de consommation aisément. La deuxième raison, c'est par rapport aux riverains, pour ne pas importer ou déplacer des problèmes d'un endroit où ils se posent à un endroit où ils ne se posent pas. Et si on veut que ce soit accepté socialement, il faut bien que ça
soit finalement plutôt une bonne chose pour les riverains qui subissent, les consommateurs, comme dit Jean-Pierre Coutron, sur la voie publique, les gens qui injectent dans les cages d'escalier, etc. C'est quand même mieux qu'il y ait des lieux dédiés que ça se passe sur la place publique. Et un point, alors c'est vrai que le terme c'est salle de shoot, c'est bien sûr des locaux, mais c'est surtout une rencontre avec des professionnels, des équipes. Alors, des professionnels, quoi ? Il y a des médecins ? Il y a médecins, infirmiers, travailleurs sociaux. Et puis, je crois que dans le projet parisien, il y aura peut-être un vigile ou quelqu'un chargé de maintenir l'ordre à l'interface entre l'extérieur et... Comment et on fait ? la salle. On y vient à visage découvert, on sonne et on dit... Et on vient avec sa drogue ou on est fourni en drogue ? Non, on ne fournit pas de drogue parce ou de substituants. Voilà, non. On vient avec le produit qu'on compte consommer et l'équipe de la salle fournit du matériel stérile adéquat, donc des seringues, voilà, exactement. Bon, sur le projet parisien, on doit être inscrit, c'est-à-dire que on n'entre pas, c'est pas ouvert à tous les vents. Les personnes qui veulent utiliser ce lieu doivent lors du premier rendez-vous, disons, avoir une rencontre avec l'équipe de la salle qui doit vérifier un certain nombre de points et identifier la personne. Il y a un débat à l'heure actuelle pour savoir si les usagers qui fréquenteront la salle auront une carte qui leur sera remise. Disons que on est plutôt sur l'option carte, mais ce n'est pas encore complètement validé. Une carte d'usager de la salle qui leur permettra d'avoir accès à cette salle. Donc il faut, dans un premier temps, être enregistré. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on évoquera les questions liées notamment à l'ordre public et aux inquiétudes, encore une fois, très légitimes qu'on peut entendre des riverains se demandant au fond s'ils vont se retrouver dans un endroit qui va officialiser quelque chose qui, tout de même, en même temps, par la loi, est totalement illicite. Et puis, il y a quand même les questions, et on voudrait les aborder tout de suite, comme on vient de le faire là, d'ordre, au fond, sanitaire. Alors, bien sûr, tout le monde, encore une fois, c'est pas franchement des dispositions qui font l'unanimité, bien que l'on me signale que du côté de Arles, cela fait des années qu'il y a une salle de foot, me dit-on, il n'y a jamais eu de problème. Bon, ça, c'est une petite blague d'auditeur. Non, 58% des Français seraient favorables tout de même à ces salles de shoot qui font débat, mais il y a des avis, notamment autorisés, comme celui de Jean-Pierre Ollier, psychiatre à Sainte-Anne et membre de l'Académie nationale de médecine, qui critique les objectifs des salles de shoot d'un point de vue sanitaire et qui rappelle les exigences. Écoutez-le, le professeur Jean-Pierre Ollier au micro de Mathieu Le Goff. On peut se donner deux objectifs. Premièrement, accompagner le toxicomane vers une guérison, c'est-à-dire une sortie de la toxicomanie. Toutes les expériences, tout le monde s'accorde à dire que les salles de shoot ne permettent pas de sortir les sujets de la toxicomanie, elles sont un accompagnement. Le deuxième objectif peut être d'éviter des complications, les complications infectieuses ou les accidents d'overdose. Complications infectieuses, les salles de shoot ne sont pas un bon moyen, puisque le virus de l'hépatite, il est très contaminant et donc très tôt, il atteint les sujets toxicomanes s'ils ne prennent pas des mesures d'hygiène suffisantes. Et le virus de VIH, eh bien, si les toxicomanes contractent ce virus, c'est par des conduites sexuelles à risque qui sont en dehors de la question de la toxicomanie. Deuxième complication, l'overdose, il n'y aura pas prévention puisque dans les salles de shoot, on ne saura pas quelle substance, avec quelle concentration le sujet s'injecte. On ne saura même pas si la substance est aseptique. Et on peut, hélas, faire confiance aux dealers pour avoir de l'imagination et faire venir sur le marché des produits. Donc, les objectifs sanitaires, il est difficile de les voir. Voilà, Jean-Pierre Ollier. Critique, mise en garde, Sylvie Vivorca. Oui, il dit tout le monde s'accorde à dire que ça ne favorise pas l'accès aux soins. C'est pas tout à fait vrai. Si on regarde les rapports, par exemple, de l'équipe de Vancouver, qui a une salle de consommation exemplaire, on va le dire comme ça, ils ont édifié la salle de consommation au rez-de-chaussée, c'est dans le livre de Jean-Pierre Coutron, et puis au fur et à mesure, ils ont construit un lieu de sevrage, et puis maintenant un lieu de post-cure, et leurs statistiques montrent que, je crois, 30%... Oui, une augmentation des demandes de sevrage dans le secteur où était installée la salle qui a augmenté 30%. Je crois que ce que dit Ollier, on pourrait être d'accord avec lui s'il veut nous faire dire que la salle n'est pas la panacée universelle. Mais toutes les études montrent, au contraire, que ça améliore
quand même de façon significative l'accès aux soins, ça améliore par rapport aux maladies infectieuses et ça améliore largement le suivi des overdoses. Il n'y a pas d'overdose dans les salles de consommation et elles baissent dans les lieux où elles sont implantées. Après, ça ne résout pas tout, ça on est bien d'accord avec le professeur Ollier, mais ça améliore largement le problème de ces usages dans la rue. Et là, si je prends ma casquette d'élu local, je vais dire que ça améliore considérablement la tranquillité publique et c'est un point. Alors, je comprends que le professeur Ollier soit pas... Alors, je vous coupe tout de suite. Écoutons le professeur Ollier qui justement dit attention à ne pas mélanger peut-être objectifs sanitaires et considérations politiques. Vous répondrez après Sylvie Viévorka. En médecine, lorsqu'on fait une expérimentation, on construit un protocole, on l'écrit, on définit à l'avance les conditions d'évaluation avec des évaluateurs tout à fait objectifs qui permettent d'affirmer la réalité des résultats. À ma connaissance, rien n'est prévu de tel pour la salle de shoot qui va être expérimentée à Paris et cela me paraît très dommageable. Alors bien sûr, s'il s'agit d'un objectif politique visant à ramener de la tranquillité dans un quartier, dans des lieux où il y a du trafic en abondance et des toxicomanes qui se droguent sur le trottoir, ce peut être un objectif. Mais alors là, en tant que professionnel de santé, je dis attention, l'utilisation de la médecine, en particulier de la psychiatrie à des fins politiques, a conduit à des errements que l'on garde encore en mémoire. Ce n'est pas un objectif sanitaire. Et je dis donc que si, hélas, les politiques doivent décider la mise en œuvre de salles de shoot, j'espère que budgétairement, ils ne le feront pas aux dépens d'autres programmes de soins ou d'aide aux toxicomanes. Vous voilà avertie, Madame la conseillère de Paris. Oui, alors Jean-Pierre Ollier exagère un peu avec toute l'amitié et le respect que je lui porte, parce qu'il dit à ma connaissance, il n'y a pas d'évaluation prévue. Je l'ai rencontré, je crois, la semaine dernière, et on a parlé de l'évaluation. Il m'a même donné des conseils sur la façon d'évaluer, et je l'ai rassuré sur le point que ce serait l'INSERM qui mènerait l'évaluation des résultats de cette salle de consommation à Paris. Donc il était informé. Alors Jean-Pierre Coutron, cela dit, comment expliquer que là-dessus, comme sur d'autres sujets, il semble que tout de même on soit un peu en retard, on va dire, ou à la traîne, hein, vous employez l'expression, on est que la France traîne des pieds par rapport tout de même à des décisions très antérieures sur ces questions-là dans d'autres pays européens. Je crois que certains s'y sont collés dès les années 80. C'est peut-être le débat qu'on aura en deuxième partie. Je crois qu'en France, on a ancré dans l'idée collective que la seule façon de se protéger de la drogue, c'est l'interdit pénal. Et toute mesure qui donne, à tort ou à raison, l'échange de seringues, les traitements de substitution, donc les salles de consommation, toute mesure qui donne l'impression qu'on affaiblit l'interdit pénal, donne l'impression aux personnes qu'on va au contraire augmenter les problèmes. Or, d'autres pays ont compris que se protéger de la drogue, c'était peut-être plutôt se protéger des nuisances, se protéger des risques, se protéger des dommages collectifs que ça crée, et qu'il valait mieux avoir une politique équilibrée entre des interdits, bien évidemment nécessaires, mais aussi des outils de réduction des risques, et aussi des outils de prévention et de soins, plutôt que de tout miser sur une seule stratégie. Et du coup, en France, chaque fois qu'on a fait échange de seringues, traitement subtil, à chaque fois, on a eu du retard, on a eu du mal à le faire par rapport aux autres pays, et parce qu'on touchait à cette espèce de tabou qu'il n'y a que l'interdit pénal qui serait protecteur. Mais est-ce que cela ne vient pas, Sylvie Viévorka, du fait de l'ambiguïté, on va dire, au fond du projet lui-même, qui consiste, au fond, à peut-être retarder l'idée qu'on va soigner quelqu'un et qu'on va plutôt l'aider à consommer quelque chose d'illégal, d'illicite, condamné par l'État, mais tout de même que l'on essaye d'accompagner sur des questions d'hygiène. Il y a forcément une ambiguïté dans un projet comme celui-là, ou est-ce qu'elle n'y est pas du tout, selon vous? Si, il y a bien sûr un paradoxe, hein. Bien sûr. Simplement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça se passe à Paris, et qu'à Paris, il y a plus de 20 équipes aujourd'hui qui ont des lieux de soins différenciés de tout niveau. Donc c'est un élément petit, budgétairement et en termes de moyens, pour une petite partie de la population des toxicomanes pris en charge à Paris pour le soin. Et je dois dire que si c'était dans une ville où il n'y a rien du tout pour les toxicomanes, c'est pas une salle de consommation qu'on ferait en première intention. Donc il faut comprendre, c'est un élément d'un dispositif. Ouais. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Ne soyez pas dissipé comme cela, Sylvie Viévorka. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour. La drogue, ça ne veut rien dire. Les anglo-saxons ont bien raison de désigner d'un seul et même mot les drogues et les médicaments. Au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, rappelons que seul l'usage social fait de telles substances une boisson récréative dont la consommation est l'objet d'une culture sophistiquée, et de telle autre un dangereux poison nécessitant l'intervention des services sociaux et de la justice.
Le problème, ce ne sont pas les drogues, le problème c'est l'addiction. Contrairement à ce qu'on écrit souvent, le terme addiction n'est pas un anglicisme ayant récemment acquis droit de cité dans nos dictionnaires. Il existait en français. Il était d'usage encore au XIXe siècle. Il désignait alors une forme de contrainte par corps appliquée à un débiteur incapable de rembourser ses dettes. En français comme en anglais, il provient étymologiquement d'un nom latin, addictio, qui désignait, en droit romain, le fait de mettre aux enchères les biens d'un débiteur insolvable. Dans certains cas, cette pratique pouvait aller jusqu'à la mise en esclavage de la personne débitrice elle-même. D'où le sens moderne du mot addiction. Il s'agit de l'usage de substances ou de comportements dont une personne s'est rendue esclave, auquel elle ne peut plus s'arracher. D'où l'usage de l'adjectif compulsif, qui dénote une activité dans laquelle la volonté du sujet est prise en défaut. Alors les addictions, eh bien, elles sont multiples. Troubles du comportement alimentaire, c'est de plus en plus fréquent, comme la boulimie, addiction aux substances psychoactives, culturisme, conduite dite à risque, addiction sexuelle. Une société qui pousse à la performance à tout prix, intellectuelle et physique, je renvoie au livre d'Alain Ehrenberg, une société qui encourage l'individu à refuser et à transgresser ses propres limites, je pense au livre du philosophe Jean-François Mattei, et dont l'économie repose sur la stimulation permanente de la consommation, eh bien une telle société ne devrait pas s'étonner de rencontrer des problèmes d'addiction parce qu'ils font partie de son code génétique. Mais à ces addictions sont associées des affections chroniques. L'alcoolisme entraîne des risques de cirrhose du foie, le tabagisme multiplie ceux du cancer du poumon, et la plupart des substances illicites occasionnent des dégâts dans le système neurocérébral. C'est pourquoi notre État tutélaire en a fait une préoccupation de santé publique. En 1982 a été créée une mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies. Elle a pour fonction de fournir des soins afin de limiter les risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de ces fameuses substances illicites. En ce moment, si l'on en croit le rapport « Drogues et addictions, données essentielles » que vient de publier l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, notre pays est confronté à deux problèmes essentiels. Une forte poussée de l'alcoolisme juvénile, la défonce au binge drinking, importé des États-Unis, qui fait des ravages chez les lycéens et les étudiants, une consommation de cannabis chez les adolescents qui atteint des seuils préoccupants puisque 5% de cette tranche d'âge présente un risque élevé de dépendance à la substance. Il est évident que seule la prévention, l'information sur les risques encourus peut dissuader les jeunes qui se livrent à ce genre de bêtises de poursuivre. Personne ne songe, je crois, à interdire la consommation d'alcool. C'est pourtant une drogue, ce qui nous ramène au problème que j'évoquais d'entrée. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur France Culture, sans modération, franceculture.fr. Alors, réaction sur ces questions. Très fine remarque, effectivement. C'est vrai qu'en anglais, en américain, drug, c'est à la fois le médicament et la drogue. Donc, alors, Jean-Pierre Coutron, Sylvie Veorka. Moi, j'aurais deux remarques pour aller dans le sens de cette chronique. La première, c'est effectivement le pharmacon. On sait depuis le début que le produit peut être bon et mauvais et que c'est l'usage qui va faire la différence. La deuxième, c'est soutenir, dans notre jargon, on parle d'une société addictogène. Et vous en avez cité 3 points essentiels. J'en rajouterai un quatrième, c'est ce qu'on appelle le culte de l'accélération et de l'intensification des sensations. C'est-à-dire ce qui fait que notre société addictogène, c'est les 3 points que vous avez donnés, plus le quatrième. Il n'y a pas de plaisir si ça ne va pas vite et si ça ne va pas de plus en plus vite et de plus en plus fort. Je vous renvoie au travaux d'Helmut Rosa, par exemple, qui a magnifiquement montré ça. Eh bien, vite et fort, il y a une chose qui le produit, c'est les produits. Pour cette salle de shoot, Sylvie Veorka, je rappelle que vous êtes chargée de coordonner par la mairie de Paris cette mise en place de salle de shoot dans le 10e arrondissement. Il fallait aller vite et fort ou au contraire, c'est quand même quelque chose de complexe? Ben oui, parce que dès lors que l'on s'attaque à ces problèmes-là, vous le relevez bien dans votre livret, Jean-Pierre Coutron, on a affaire à des questions politiques qui, en France en tout cas, sont toujours très mal accommodées de la question de la drogue et de l'addiction et des soins. Et puis évidemment, il y a de la politique. Un maire qui installe une salle de shoot chez lui, ça risque de lui coûter en voix, non? Alors, vite et fort, là, je crois que la première salle de consommation s'est ouverte à la fin des années 80 en Suisse, si j'ai bien lu l'ouvrage ci-dessus mentionné. Et donc, je veux dire, on n'est pas vraiment pionnier en France. Donc, vite et fort, bon. Et puis, on ouvre une salle à Paris, là où dans certains pays, il y en a 10, il y en a 20. Donc, on n'est ni vite
ni fort. Faut se dire les choses clairement. La résistance vient du politique la plupart du temps ? La résistance... D'un rapport de force citoyen, politique, élection. Alors, la résistance vient du politique et en second temps, l'élan vient du politique. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est pas les mêmes évidemment, mais là, s'il n'y avait pas eu un engagement du maire de Paris, du maire du 10e arrondissement, rien ne se ferait. Donc, il y a le meilleur et le pire, on va dire. Brice Couturier ? Ça recoupe un clivage droite-gauche, soyons très clairs. La droite est plutôt hostile et la gauche est plutôt favorable. Non, parce que, par exemple, vous aviez... Alors, après, la politique politicienne s'en mêle, mais il y a 2 ans, à Paris, Jean-Marie Le Guen, donc adjoint à la santé, avait organisé un séminaire avec des élus de Paris et de province, et il y avait des élus de villes de droite extrêmement engagés. Il y avait à Marseille, il y avait à Bordeaux, au Havre, des élus qui étaient... Bon, il faut rappeler aussi l'action de Michel Barzac, en notre temps, sur la question du sida et des salles. Et Simone Veil et Douce Blazy n'ont pas été mal. Alors, cela dit, clivage ou non, il y a évidemment, on a parlé des questions, on a essayé de développer, de comprendre les questions d'ordre sanitaire, mais il y a évidemment les questions d'ordre public tout de même qui se posent, notamment les inquiétudes souvent des riverains et les inquiétudes, y compris des forces de police. Je vous propose d'écouter notamment Philippe Capon, qui est secrétaire général de l'UNSA Police, interrogé par Mathieu Le Goff, donc qui se pose évidemment des questions qui sont liées à des questions d'ordre public et les difficultés que justement pose l'ouverture d'une salle de shoot par rapport à l'action de la police. Philippe Capon au micro de Mathieu Le Goff. Ces maisons de shoot posent 3 problèmes. Les toxicomanes qui vont les fréquenter vont venir avec leurs produits, donc avec leurs drogues. Nous, on a le sentiment que cette fréquentation aux abords des maisons de shoot va générer une délinquance particulière de dealers, de revendeurs de drogue, qui posera forcément problème. Après, le problème, c'est la gestion au niveau tranquillité publique de toutes ces personnes, que ce soit les personnes qui vont consommer leurs produits et toutes les dealers par rapport à la population. Et puis, quand cette personne aura consommé sa drogue, elle ressortira de la maison de shoot. Dans quel état sera-t-elle sur la voie publique, avec les agressivités liées à la consommation de certaines drogues, qui sont avérées, que tout le monde a pu constater. On a une crainte aussi sur des agressions possibles, sur l'interdiction de conduire les véhicules quand on est sous l'emprise de la drogue, avec une confrontation entre la tolérance de ces maisons de shoot et la réglementation qui prévoit qu'un certain nombre de faits interdits et illicites se mettront en place autour de cet établissement. Même si on est opposé sur le principe dans la façon dont cette salle de shoot nous est présentée, l'endroit où cette salle de shoot est mise en place par rapport aux problèmes rencontrés de consommation, d'usage et de trafic de drogue, et il est judicieux dans le choix. Sylvie Vivorca. Alors je suis contente que le représentant d'une police trouve l'endroit judicieux, je crois qu'il l'est. Pour les points qu'il soulève, c'est des vrais points sur lesquels, à l'heure actuelle, on travaille à Paris. L'association qui va porter l'association Gaïa, qui va donc porter le projet, a des réunions techniques avec la préfecture de police et les services du procureur pour justement caler tous ces points d'articulation entre, non pas la maison de shoot, l'expression est jolie, je ne sais pas pourquoi il dit maison, mais bon, entre cette salle de consommation et puis l'environnement. Donc il y a un travail qui est en train de se faire et je dirais qu'en France, parce que dans d'autres pays ça se fait très couramment, c'est pas très courant qu'une association travaille en direct avec les services de la préfecture pour définir quelles seront les quantités autorisées, est-ce que les usagers auront une carte ou pas, quelle est la notion de périmètre autour de la salle. Le fameux périmètre de tolérance qui est évoqué. On écoute la deuxième intervention de Philippe Capon, UNSA Police par Mathieu Le Goff. Moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'on met en place une zone de tolérance, parce que zone de tolérance, ça voudrait dire ce serait une zone de non-droit dans laquelle tout serait permis, dans laquelle les policiers ne pourraient pas venir, dans laquelle les policiers ne pourraient pas exercer leur travail. Après, il faut voir dans quelles conditions les instructions seront données, mais on ne peut pas non plus tolérer, parce que si on tolère pour la revente, consommation de drogue aux alentours, il y a d'autres délits qui pourraient se produire, des agressions. Il faut que la présence policière, elle reste aussi partout, y compris aux abords. Maintenant, il faut voir quelle tolérance sera donnée pour les personnes, surtout sur l'accès à ces maisons de shoot. Mais ce qu'on espère, c'est qu'au niveau des fréquentations avec les dealers, les revendeurs de drogue,
ça part pas un peu dans tous les sens. C'est un peu la crainte qu'on a avec des agressions possibles. Il y a un certain nombre de choses qui pourraient se développer aux abords de cette maison de shoot. Et oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire une zone de tolérance? Qu'on crée une zone tampon où du coup la question de la délinquance n'existe pas, la question de la police de l'ordre n'existe pas? Pas de zone de non-droit, le préfet l'a rappelé, le procureur l'a rappelé, et c'est pas du tout notre idée. Il y a simplement pas d'entrave à l'accès à la salle pour les personnes qui viennent à la salle, mais pas d'endroit où on peut trafiquer, se battre, commettre des délits, fût-ce à 10 mètres de la salle. C'est pour tout le monde, quoi. Pardon ? C'est de la tolérance pour tout le monde, que de la part des usagers que de la police. Je comprends pas votre question. C'est-à-dire que ni trafiquer, ni arrêter les trafiquants. Une zone neutre. Non, arrêtez les trafiquants. L'échange sera... Les gens arrivent avec leurs produits, mais ça ne sera pas un lieu où le trafic sera toléré. Et mieux encore, il est prévu un renforcement des forces de police aux alentours de ce lieu, mais une police qui saura travailler avec les personnels du centre. Vous savez, quand on a mis en place les premiers programmes d'échange de seringues, au début, le calage n'a pas été simple, parce que les policiers interpellaient des usagers qui avaient des seringues, et puis au fur et à mesure des années, la police a appris à travailler avec ce dispositif. Donc là, il y a un travail sur un protocole précis qui est en train d'être élaboré entre donc, les différents protagonistes, police, justice et puis les acteurs sanitaires et sociaux. Et puis après, il va falloir travailler ensemble. Il y aura un comité de suivi. Et enfin, il y a toute une série de procédures qui se mettent en place. C'est vrai que ça pose un problème parce que dans une certaine mesure, enfin, très clairement, ces drogues sont illicites, elles sont interdites d'achat et de consommation, et en même temps, on va mettre des locaux publics à la disposition de ceux qui en consomment. Donc on voit bien que l'État se trouve pris dans une espèce de contradiction interne, où d'un côté, il interdit quelque chose, que de l'autre, il essaye d'encadrer. Mais par ailleurs, moi, j'aurais fait remarquer à nos amis de la police qu'ils sont très présents devant les boîtes de nuit où l'on consomme énormément d'alcool, et qu'ils font très bien leur travail, et qu'ils dissuadent assez volontiers les conducteurs qui sont sous l'effet de cet alcool de prendre le volant. Et ben, ils peuvent faire très très bien la même chose en ce qui concerne la consommation de drogue. Je vois pas vraiment où est le problème. Oui. Jean-Pierre Coutron. Oui, je crois que c'est toujours derrière les mots qu'il faut chercher. Hein. C'est la tolérance zéro ou la zone de tolérance. Et on se fait peur des deux côtés. Hein. Ce que va demander la salle de consommation, c'est qu'on apprenne à travailler en convergence entre une exigence d'ordre public et une exigence de santé publique. Donc on va essayer de retrouver un équilibre. Nos collègues dans les autres pays ont tout à fait réussi à le faire. Hein, c'est tout. Bon. Et la deuxième chose, c'est on n'installe pas des salles de shoot pour les toxicomanes. On installe à un endroit où il y a une zone ouverte, une scène ouverte, avec un public particulier en grande difficulté qui est dans la rue, et on installe un outil qui va recevoir ce public-là. Faut arrêter de se faire peur en pensant que tous les personnes qui injectent vont aller dans cette salle de consommation. Si vous avez un chez-soi, eh bien vous allez continuer à le faire chez vous, entre guillemets, mais ça sera mieux que les halls d'immeubles, quoi. Et ce sera mieux, voilà. Ceux à qui ça s'adresse, c'est mieux que la rue, c'est mieux que les halls d'immeubles. Et même pour répondre aux policiers, il y a des études qui ont montré qu'à drogue égale, si vous la prenez au calme chez vous, les effets, y compris en violence générée, sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le crack, chez un craqueur qui est tranquille chez lui, chez un craqueur qui est dans la rue, ou chez un craqueur qui est dans une boîte de nuit surchauffée, c'est pas les mêmes effets. Voilà. Sur un tronc commun, c'est pas les mêmes résultats. Brice Couturier. Donc effectivement, il vaut mieux pour les populations locales, les riverains qui se plaignent souvent de ces salles de shoot, il faut leur faire comprendre qu'il vaut mieux avoir que ces gens se droguent sous contrôle médical avec une assistance, plutôt que dans leur hall d'immeuble. Et encore une fois, pour la sécurité publique, la tranquillité publique, ce type d'abcès de fixation est préférable à ce que plutôt trouver des seringues dans les escaliers sur lesquels les enfants peuvent tomber. C'est pour ça qu'elles se sont créées. C'est pour ça qu'elles se sont créées. Je crois qu'il faut se rappeler qu'elles ont été inventées de façon très pragmatique par des riverains, des professionnels, des policiers de quartier où ça se posait. Sauf qu'ils n'avaient pas les mêmes blocages que nous avions, donc ils ont pu l'inventer. L'expérience montre aussi qu'une fois ce type de dispositif ouvert, l'acceptabilité sociale est très bonne. C'est-à-dire qu'on est là dans une période de fantasme, mais bon, c'est normal. Et oui, enfin, si, tout de même, on avait dit ça aussi pour le projet, par exemple, du mariage pour tous.
Et l'acceptation sociale a été tout de même un peu plus troublée. Je ne suis pas d'accord avec vous, Marc Boincher. Une fois qu'on aura célébré un certain nombre de mariages, vous verrez que même la droite revenue au pouvoir ne pourra pas revenir dessus, parce que l'acceptabilité sociale sera très bonne. On est dans les fantasmes, c'est avant. Une fois qu'on est dans l'action, on est dans la réalité. Vous pensez que c'est une question que nous poserons à Nathalie Kosciusko-Morizet jeudi et qui sera relayer cette interrogation. Alors, est-ce que tout de même, comment explique-t-on les difficultés qu'on peut avoir sur un débat comme celui-là? Est-ce que tout ne vient pas, enfin, je vous ai lu, Jean-Pierre Coutron, de ce que, au fond, depuis les lois de 1970 autour des politiques de drogue, la question de l'usager est automatiquement liée à la question du délinquant? Est-ce que c'est là qu'il y a un problème particulier sur la façon de voir le drogué en France? Oui, c'est clair. Encore une fois, je crois qu'on est... je reviens à ce que disait Brice Couturier. On ne peut pas imaginer une société qui n'a pas des règles et des interdits sur les histoires de drogue. Mais on a créé une loi qui fait que le simple fait d'être consommateur vous transforme en délinquant. Ouais. Et du coup, on a raisonné le problème des drogues systématiquement en bien, mal, en délinquant ou pas délinquant. Et en gros, aujourd'hui, un usager, il peut être soit malade, il faut qu'il aille se faire soigner, soit délinquant, il faut qu'il aille se faire punir. Voilà. Le problème, c'est que c'est une pratique sociale. Il y a un entre-deux qui n'est ni complètement malade, ni complètement délinquant. Et là, on n'a rien osé mettre sous peine d'interdire, d'affaiblir la pseudo-protection de l'interdit. Dans le bouquin, on le dit, je trouve que c'est toujours cet éternel culte de la ligne Maginot en France qui nous a fait perdre toutes les guerres et qu'on continue d'avoir. On trace une ligne, on met les soldats dessus, mais parce que la ligne Maginot a été contournée, on met les soldats dessus et on dit pourquoi ils passent pas à cet endroit-là. Voilà. Donc le jour où on comprendra que la drogue c'est un peu gris, un peu blanc, un peu noir, un peu mélangé, et qu'il vaut mieux être là où ça se passe. Je vais vous quitter pour aller sur un colloque qu'on organise à Besançon où on dit il faut penser la nouvelle politique, ça devrait être d'aller vers les personnes, aller vers les situations avec des outils un peu nuancés. Alors en France, on a du mal avec ça et on a tout de suite l'impression qu'on va se mettre ces fameuses 50 nuances de gris que vous évoquez sur exactement. La drogue... J'avais essayé de faire un papier là-dessus, on m'a dit non, là c'est trop, tu vas mélanger avec d'autres... Elles n'en finissent pas, cela dit, d'être constamment, au fond, quand même instable selon les époques. Qu'est-ce qui fait qu'à une époque, par exemple, le cannabis peut être quelque chose de totalement prohibé, considéré comme vous nous avez fait sortir... Comment, au fond, on peut arriver ensuite à des lois dans certains pays, et est-ce que ça va arriver en France, sur les questions de dépénalisation du cannabis? Oui. Qu'est-ce qui fait que le gris est plus ou moins foncé ou plus clair, selon vous, et qu'est-ce que ça veut dire de la société? Sylvie Viavorka, vous connaissez bien. Oui, je voulais réagir aussi par rapport à votre billet, Monsieur Couturier, parce que ce qui est addictogène aussi, il y a un déplacement des normes. Si vous pensez aux années 50, on buvait du vin dans notre pays, on fumait du tabac, à tout va. Et aujourd'hui, le tabagique est vécu comme un malade, parce qu'on ne peut plus fumer partout, parce qu'il y a un interdit social. Bon. Et cet aspect des normes, les normes se sont incroyablement déplacées. Donc, si vous voulez, sur le cannabis, aujourd'hui, on a l'impression que c'est peut-être plus, c'est devenu tellement banalisé, il y a tellement de consommateurs, les normes se sont déplacées. Il y a 30 ans, 40 ans, un gamin qui fumait 2 joints était perçu comme différent de son groupe de pairs et à problème. Aujourd'hui, un gamin qui ne fume que 2 joints par semaine, les parents sont trop contents. Donc, et puis maintenant, ce qui inquiète, c'est cette façon de boire. Ce qu'on voit, c'est que ça se déplace. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, le cannabis, je ne dis pas que ça va être légalisé demain en France, c'est sans doute pas l'idée, mais enfin, à partir du moment où certains grands États américains, alors que l'Amérique était le pays qui était le plus prohibitionniste avec le cannabis au monde, thérapeutique, vraiment. Est-ce qu'un pas est franchi ou pas? On a vu au journal officiel du 7 juin dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, un décret donc autorisant l'Agence nationale de santé du médicament, de sécurité du médicament et des produits de santé à octroyer des autorisations de mise sur le marché, le fameux AMM, de produits contenant du cannabis ou ses dérivés. Mais je pense que à la fois un pas est franchi et en même temps retournons le problème, c'est-à-dire que ça rappelle ce par quoi vous aviez commencé, que c'est pas le produit qui est bon ou mauvais. Il y a depuis très longtemps des médicaments qui sont faits à base d'opium. Ça veut pas dire qu'on trouve que l'héroïne doit être banalisée. Donc on fait juste là une espèce de toilettage. Et en même temps, ce que disait Sylvie Viavorka ramène ce que vous évoquiez, Brice Couturier, c'est-à-dire que oui, l'alcool maintenant c'est un produit de défense, vite et fort. C'est plus un produit du quotidien. Et
le deuxième piège, c'est attention, c'est pas parce qu'on met du cannabis dans les médicaments qu'on va trouver normal qu'un gamin de 13-14 ans commence à consommer du cannabis. La dangerosité, c'est qui la consomme, c'est à quel âge on la consomme, c'est dans quelles circonstances on les consomme. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on se bat, nous, pour développer ce qu'on appelle des consultations jeunes consommateurs, parce que la dangerosité du cannabis n'est pas la même à 13-14 ans qu'elle peut l'être à 20-25 ans. C'est ces critères-là sur lesquels on n'est pas bon en France, encore une fois, parce que c'est soit bon, soit mauvais. Donc c'est en fait une question d'usage. On devrait moins se focaliser sur la nature des drogues, parce qu'il y en a des tas et des tas qui sont légales, ne l'oublions pas, et d'autres qui sont dangereuses. Mais par contre, l'usage est un problème. Et de ce point de vue-là, même certains médicaments, l'abus des somnifères. Et puis, il y a un problème de santé publique qui est beaucoup plus préoccupant aujourd'hui, notamment dans le monde anglo-saxon et dans l'Europe du Nord, c'est le surpoids. Il est évident aujourd'hui que l'obésité aux États-Unis est un drame national, et un drame national d'une ampleur qui a des conséquences en matière de santé publique au moins aussi élevées que celle qu'a la consommation du cannabis. Donc on voit bien que la question, c'est une question d'usage, et que la santé publique, les préoccupations de santé publique devraient s'adresser aux problèmes dans la mesure où ils apparaissent, pas avec 25 ans de retard. Ce que vous dites, c'est que les politiques de santé publique dans un pays comme la France ne sont pas tout à fait rationnelles, et qu'on va mettre l'accent, l'opinion publique et les politiques éventuellement vont se passionner pour des sujets qui peuvent être totalement marginaux et laisser de côté des sujets beaucoup plus inquiétants comme effectivement l'obésité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Or l'obésité, là encore une fois, c'est un comportement à risque, et c'est un comportement qui relève de l'addiction. Là, je vous suis. Enfin, moi, j'ai peu de souvenirs de mes cours de philo au lycée, mais je me souviens qu'on disait que plus un concept gagnait en extension, plus il perdait en pertinence. Et je dois dire que la boulimie, c'est une addiction. Bon. On va peut-être pas rentrer dans ce débat cette heure-ci, mais voilà. Ah ben vous pouvez, vous êtes médecin. Est-ce que c'est une addiction ou pas, la boulimie ? Moi, je pense qu'on ne gagne pas à étendre l'addiction comme ça trop loin. Mais c'est une façon inadéquate de gérer son rapport à la nourriture, on peut le dire comme ça. Jean-Pierre Coutron. Non, le point commun de tout ça, pour éviter l'extension infinie du domaine de la lutte et du domaine des addictions, c'est de renvoyer aux pratiques de vie, aux pratiques sociales, aux pratiques culturelles. C'est-à-dire que, effectivement, la boulimie, comme un certain nombre de conduites addictives, ont probablement une origine psychopathologique, mais ont aussi à voir avec des environnements sociétaux. Je voudrais juste donner, par exemple, un petit exemple. Mais la psychanalyse nous le dit tous les jours. Mais oui, mais c'est des frustrations d'enfance qu'on compense, surtout à l'adolescence, en essayant de se reconnecter à une autre source de plaisir, sans cesse. On va jouer au paradoxe. La médecin a refusé de prendre la boulimie dans son camp, et le psychothérapeute va refuser de le prendre complètement, en disant il n'y a pas que ça. Enfin, il faut toujours défendre l'impact des pratiques sociales et des pratiques culturelles. Je voudrais donner aujourd'hui, il va y avoir une petite inauguration à Bordeaux d'un dispositif qui s'appelle Tapage. Travail alternatif payé à la journée. C'est pour les jeunes qui sont dans la rue. Un jeune qui est dans la rue, toxico, avec son chien, on lui dit on va te donner un CDD. Il ne peut pas s'arrêter un mois. Là, maintenant, on a monté un petit dispositif. Il va être payé pour la journée. Le soir, il a les sous du travail qu'il a fait dans la journée. C'est ces dispositifs qui cassent les grands rythmes, qui permettent à la personne de reprendre la possibilité de se reprendre en main. Après, il sera dans un univers qui est celui qu'on partage. La salle de consommation, c'est dans cet esprit-là. C'est-à-dire, trouvons des marches intermédiaires pour permettre aux personnes de franchir un pas, et ne nous faisons pas peur avec des grands débats moraux qui, sans ça, nous figent et nous empêchent de réfléchir. Bon, mais alors, cela dit, quand même, moi, je vais faire un peu le rabat-joie tout de même. J'ai l'impression que depuis le début de l'émission, on ne parle plus, du coup, quand même, à travers, c'est l'exemple d'aujourd'hui, la question tout de même du soin. Comment ça, je ne vous entends pas me dire on va faire sortir des gens de la question de la drogue ou de l'addiction dans des cas... Je crois que Sylvie a commencé à vous dire que la salle de consommation, à Vancouver, ils ont mis la salle, puis l'étage du dessus, puis l'étage du dessus. Et c'est une métaphore exacte de ce que ça peut être encore pour certains publics. Oui, à Paris, il y a plusieurs milliers, je n'ai pas les chiffres précis en tête, de
d'usagers de drogue qui sont dans les systèmes de soins très très différenciés et assez complets dont on dispose. Et cette salle de consommation s'adresse à la marge de ceux qui justement n'y ont pas accès. Et la finalité, la ligne d'horizon, c'est l'accès aux soins, évidemment. Maintenant, le fondement de la réduction des risques, c'est de dire que ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas à un moment donné de leur parcours accéder aux soins, non pas par un défaut de dispositif existant, parce qu'à Paris nous avons un très bon dispositif, mais parce qu'ils ne sont pas en état de le faire, c'est pas pour autant qu'on doit laisser crever d'overdose dans les sanisettes devant l'hôpital Lariboisière, parce que c'est ça aujourd'hui. Alors quels sont les nouveaux défis de la politique des drogues? On sait que l'usage des drogues illicites est historiquement très élevé en Europe et fait face notamment à des questions de produits alors aujourd'hui de synthèse, qui sont plus nombreux, qui concernent de tout type d'usage et qui là sont de plus en plus compliqués visiblement à contrer. Jean-Pierre Coutron et Sylvie Vorka, est-ce que là vous devriez inviter mon co-auteur Pierre Chappard qui est un grand spécialiste de ça, mais ces produits sont ceux de notre époque, c'est-à-dire on achète sur internet des sels de bain sur lesquels il y a marqué n'est pas destiné à l'usage humain. Tout le monde sait que ces sels de bain sont achetés pour autre chose qu'être mis dans la baignoire. Ils ont une composition chimique. Tout le monde, moi non. En tout cas. Oui, mais enfin, je vous ai surpris dans votre bureau avec des pratiques, avec une e-cigarette qui montre que vous n'êtes pas complètement dégagé du débat dont nous parlons ici. Entre le vapotage et les sels de bain Non, mais pour être sérieux, voilà, c'est-à-dire que les produits changent. On a affaire des produits qui sont des produits de la technologie, de la société techno. Donc, ils sont fabriqués par des petits laboratoires. Certains sont d'ailleurs plus que des petits laboratoires. Ils sont commercialisés par Internet. Et puis, ce que rappelait Sylvie, c'est-à-dire que les époques se succèdent. La norme du cannabis s'est déplacée. Aujourd'hui, on veut des produits psychostimulants. Eh bien, on a des produits psychostimulants qu'on achète sur Internet. C'est propre, c'est tranquille. Et du coup, ça pose d'autres problèmes à nos amis de la police et des stupes parce que les systèmes de contrôle sont en permanence dépassés puisqu'ils lisent le code pénal et ils disent tiens, hop, on se met de ce côté-là. On n'est pas du côté de l'interdit. Sylvie Vorka. Oui. C'est un horizon sans fin. Vous êtes praticienne de la question de la drogue depuis très longtemps et chaque fois l'horizon recule des actions. Les problèmes se déplacent, les produits se remplacent parce que on a fini par comprendre qu'interdire un certain nombre de produits ne faisait que déplacer, puisqu'on a dit il y a le produit mais il y a les usagers. Donc les usagers demeurent et sont assez créatifs et trouvent d'autres produits. Il y a des mafias, enfin c'est aussi de la criminalité organisée. Il y a quand même des sommes colossales en jeu. Il y a des mafias qui sont rompues au commerce à des niveaux extrêmement sophistiqués. Et puis voilà. Ça pose la question de fameux l'humanité augmentée. Voilà. On est vraiment là au cœur du sujet que j'abordais en citant Alain Ehrenberg, c'est que le culte de la performance, et ce que vous ajoutiez tout à l'heure quand le fait qu'il y a le culte de l'accélération, qu'on a un besoin d'intensité démultipliée dans le plaisir, mais aussi dans l'action, dans le travail, dans la performance sportive, ça crée un univers dans lequel effectivement ces drogues nouvelles, qui sont des drogues de synthèse, des drogues chimiques, trouvent toute leur place. Et en fait, on voit bien que les mentalités n'ont pas vraiment suivi, parce qu'on est toujours à se battre contre l'héroïne, qui, si je comprends bien, c'est quelque chose qui est en voie de disparition en réalité. Enfin, en tout cas, c'est très démodé, si j'ose dire. Alors que par contre, l'ecstasy fait véritablement des percées parmi les... Et la cocaïne, à Paris, c'est le premier produit consommé à Paris, d'après les enquêtes, c'est la cocaïne, aujourd'hui, sous forme de cocaïne ou sous forme de crack. Et c'est plus l'héroïne, et c'est pas l'ecstasy, etc. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous que les politiques publiques ont un temps de retard. Au bas mot. Alors les politiques publiques aussi, on connaît ces paradoxes par rapport à la drogue, que vous rappelez, Jean-Pierre Coutron, que la question au fond des luttes et des politiques publiques liées à la drogue, aux addictions et à toutes ces questions de salles de shoot ou non, ont été connectées à une époque au sida, dès le début des années 80. Et puis que la lutte contre le sida, connaissant, on le sait, les progrès que l'on sait sur les questions au fond de thérapeutique et de soins, font à nouveau se retrouver un peu isolés les politiques de drogue. Racontez-nous ça. Je crois que l'histoire, c'est toujours important à connaître. C'est-à-dire que
Ce qui a fait évoluer les politiques publiques, qui étaient alors là centrées sur le sevrage, l'abstinence et l'interdit, c'est l'arrivée du sida. Il faut quand même se rappeler que ce sont des acteurs extérieurs au champ de ce qu'on appelait à l'époque les toxicomanies, qui ont amené la grande réforme de la réduction des risques et le changement de paradigme, parce que, et moi je l'assume, j'en faisais partie, ceux qui étaient à l'intérieur on dirait pas de la maison de shoot, comme disait le policier, mais de la maison de soins, avait une logique de soins qui était appliquée avec beaucoup d'honnêteté. Donc il a fallu l'arrivée de l'épidémie du sida pour dire, mais enfin, si on veut soigner que ceux qui veulent arrêter, on est en train d'être dans une catastrophe. Et donc on a rappelé ce que disait Sylvie, c'est même s'ils ne veulent pas arrêter, il y a des actes de soins qu'on peut partager avec eux. Aujourd'hui, que le sida recule, pas forcément autant qu'on le souhaiterait, mais en tout cas dans les fantasmes publics, l'opinion publique qui avait accepté que des choses bougent au nom du sida, des acteurs qui avaient pu faire avancer les choses au nom du sida, se retrouvent un peu effectivement accusés maintenant d'affaiblir cette lutte contre la drogue sans prétexte, entre guillemets, valable. Voilà. Une des analyses qu'on peut faire, c'est qu'en France, on n'a pas réussi, là encore, vraiment notre révolution culturelle, et que c'est resté trop sida-dépendant, ce qui n'est pas une façon de dire que le problème du sida est résolu, loin de là, mais de dire que la façon de rénover notre logiciel pour s'attaquer aux problèmes de drogue, elle n'a pas suffisamment avancé. Sylvie Vivorca. Oui, et quand, par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'aller en Ukraine, qui est un pays c'est la France des débuts des années 80, quoi, où aucune politique de réduction des risques n'est en place. Quand on voit ce qui se passe dans les pays où ce que nous faisons en France, même si on n'est pas totalement satisfait, n'est pas fait, c'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est 30-40% des toxicomanes contaminés, mourants. Et donc ces politiques sont totalement validées, ne serait-ce que par comparaison entre les pays qui les mènent et qui ne les mènent pas. Mais effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de ces salles de consommation, le sujet aujourd'hui, c'est des nouvelles avancées sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on s'est mis sur ces sujets-là, pas pour le plaisir et pas parce que ça nous amuse, mais parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup progressé, qu'on en était content grâce ou à cause, enfin je sais pas comment dire, des années sida, mais qu'aujourd'hui il y avait des nouveaux problèmes qui se posaient. Il y a les hépatites, il y a une recrudescence des morts par overdose, et donc toute politique au bout d'un moment s'épuise et il faut la renouveler. Et on est dans cette phase-là aujourd'hui en France, je pense. Brice Couturier. Pour revenir à la culture, j'ai été très frappé de voir que Bob Dylan, des plus grands poètes contemporains, si on peut regarder un petit peu les textes qu'il a publiés et qu'il a écrits, on a refusé, pendant un moment, il y a eu une montée au créneau des gens qui ont été décorés de la Légion d'honneur, et Dieu sait si pourtant elle a décoré bien des gens dont les mérites étaient discutables, parce qu'il avait été un ancien drogué, et que donc on ne pouvait pas décorer de la Légion d'honneur un poète, quelle que soit la dimension de son œuvre et sa popularité internationale, parce qu'il avait été drogué. Je m'étais dit, on voyait bien que cette fameuse zone d'ombre dont vous parlez, on voit bien qu'il y a une espèce de contradiction, qu'il y a un rapport aux drogues dans ce pays qui... C'est Bob Dylan. Oui, Bob Dylan. J'ai pas cité son nom. Non. Si, Bob Dylan. J'ai échappé, pardon. Alors, qu'est-ce que vous pensez du cas Bob Dylan? Alors, est-ce qu'on peut refuser la Légion d'honneur à quelqu'un parce qu'il a fait usage de stupéfiants dans sa vie, et que ça peut être pas sans rapport avec son œuvre d'ailleurs? Jean-Pierre Coutron. Moi là-dessus... C'est la question musicale, c'est le quiz musical du matin. Je trouve que c'est intéressant parce que ça remonte à la fois toujours cette histoire d'indignité. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous l'avez évoqué, l'usage de drogue, c'est vieux comme le monde et ça rentre dans cette histoire de l'amélioration de soi. C'est-à-dire que le prolongement de soi. Alors on a tout un tas de discussions. Quelles sont les nouvelles drogues aussi? Vous avez cité mais c'est aussi le smartphone, c'est aussi les écrans. Dans l'addiction, on nous demande maintenant... On nous demande le sexe, mais on nous demande de passer dans les écoles pour faire des séances de prévention aujourd'hui sur les écrans. Alors, est-ce on empêchera mais ça, le prochain... les salles existent déjà, vous avez la Play Store, pour répondre à la question, est-ce qu'on empêchera le prochain poète, parce qu'il aura été dépendant de son ordinateur, d'avoir la Légion d'honneur? Voilà, à l'époque de Bob Dylan, c'était le cannabis dans une contre-culture. Aujourd'hui, c'est des DJ qui sont sur des appareils techno. Voilà.
je pense qu'en tout cas, si une médaille doit être mise, c'est par rapport à un travail qui a été fait. Le reste, c'est l'histoire de la personne. Alors, le dernier mot, c'est Vivier Vorka. La Légion d'honneur pour Bob Dylan, pour oui, Bob Dylan, pourquoi pas, oui. Et si vous voulez, moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais reçu une délégation de sénateurs, et c'était l'époque où l'émission où on a considéré que l'alcool et le tabac devaient aussi être combattus au même titre que les drogues. Et les sénateurs qui sortaient de déjeuner, d'un déjeuner, me disaient, enfin, docteur, vous me direz pas que l'alcool et la drogue, c'est pareil. Voilà. Et on sent aussi qu'après, chacun voit midi à sa porte, c'est-à-dire que ses propres usages ne sont jamais perçus comme transgressifs.